Bien, bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du Barda Podcast. Bonjour à tous. Avec Barda. Ouais. Donc, comme d'habitude, un truc non préparé, fait à l'arrache. Je tiens quand même à remercier nos 16 abonnés. Oui, C'est qu'il faut quand même être courageux. merci à vous. Et donc, comme d'habitude, sans préambule et sans préparation, je mets sous le nez de Barda ceci. Ah, du Frédéric Paul. Il faut dire que j'arrête pas de le conseiller. T'en as parlé à Dire, plusieurs reprises déjà. faut lire du Frédéric Paul. Contrairement, il ne faut pas relire du Van Vogt. Et effectivement, Frédéric Paul, et il me pose devant moi donc La Grande Porte, qui est le début un Une groupe de série. de 4 à 5 livres. Mais je sais C'est pas, comme parce que ça. tout n'est pas traduit en français. Donc, jusqu'à sorti, j'en ai lu, donc celui-là, puis Ouais. les 2-3 suivants. Et donc on commence comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que Frédéric Paul a écrit ça apparemment en 77, ça a été traduit en 78, et là c'est une édition, j'ai lu, toute Des simple, années 80, je dirais bouquin de 85 poche, à peu près. etc. Et ça aurait pu perdre énormément à la traduction, il a été bien traduit, et c'est quelque chose qui était assez particulier dans l'univers SF à l'époque. Enfin, moi, je l'ai trouvé quand même très particulier. Et à la fois sur son thème et sur les implications qui sont afférentes. Et le truc, c'est que chaque bouquin qui a suivi allait chercher encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, avec, pour les années 70 ou 80, des infos sur, ou une vision de l'informatique, des assistants, de la vie après la mort, enfin de la mise en mémoire de la conscience, enfin bon, etc. Quand même des tas de thèmes qui ont servi au cinéma ou ailleurs depuis. Et Frédéric Paul et La Grande Porte, c'est quand même quelque chose de pas loin d'être inconnu. Enfin, il y a Très quand peu même connu. très peu connu. Non. Et il faudrait peut-être qu'on commence par rappeler le pitch. Oui, on va Ce qui se passe. rappeler le pitch. Alors le pitch, c'est on le fait en deux fois, c'est-à-dire que ça commence, c'est quelqu'un qui fait une psychothérapie avec un psychiatre virtuel. C'est-à-dire que c'est un psychiatre robotisé à l'époque. Bon, il y a une espèce de mannequin ou pas. C'est une etc. vague d'intelligence artificielle. Une vague. Et qui s'appelle d'ailleurs Siegfried von Schrink. Faut le faire parce que c'est un jeu de mots sur Shrink qui est l'abréviation américaine pour dire Qui est le mot psychiatre. d'argot, Quoi. psychiatre, Le mot d'argot pour tu vas chez ton Shrink, c'est tu vas chez ton psy. Quoi. C'est le réducteur de tête. Le Voilà. Shrink. Et donc le Siegfried von Schrink, donc il faut le trouver. Et en fait, tu suis la psychothérapie de ce gars-là, qui a un nom à coucher dehors, puisqu'il s'appelle Robinette Brodet. Absolument. Et Robinette. Alors, et d'ailleurs, il y a tout un truc pour savoir pourquoi il s'appelle comme ça. Il y a des raisons pour tout. Il y a des raisons pour tout. Et ce gars-là, au début, on ne sait pas trop. Il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais il fait comme tous ceux qui sont dans la démarche d'être psy, mais d'être psychanalysé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte tout à fait autre chose, sauf le truc qui lui fait mal, quoi. Donc, et on va suivre comme ça. Un chapitre où il est avec son shrink en train de lui parler, un chapitre où on a les flashbacks et les explications dans l'ordre de comment ça s'est passé. Et donc l'univers en question, la Terre, eh bien, ses ressources sont épuisées. Il y a des très riches et des très très pauvres, et que les très pauvres, entre guillemets, on est en train de gratter la Terre pour, avec des minerais pour donner à manger aux gens, quoi. C'est-à-dire que il y a en fait, ils ont un gros problème de nutrition et sur la Terre. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que sur les prochains tomes, il y a beaucoup de terrorisme. Et alors qu'à l'époque, années 70-80, le terrorisme, c'est vraiment des petites. On n'est pas avec la vision post-2000, enfin post-Twin Tower, et on n'est pas du tout sur cette vision-là du monde avec le terror, qui vit avec le terrorisme. Et il est très en avance là-dessus. Absolument. Donc, le pitch principal,
Robinette Brodette, qui est un petit gars du Midwest en train de bouffer ses barrettes de tu sais pas quoi. Il joue à la loterie, Mhm. il gagne à la loterie, donc déjà le gars qui a de la chance quand même, et il gagne un voyage, il prend un voyage pour aller sur la Grande Porte. La Grande Qu'est-ce Porte, que c'est que la grande sur le porte? moment, la Grande Porte, qu'est-ce que ça peut bien être, etc. La Grande Porte, c'est un astéroïde qui a été découvert un peu par hasard dans le système solaire quelque part, et cet astéroïde a été occupé par des extraterrestres. Et sauf que, donc, on a trouvé des traces de qu'il y a des extraterrestres qui sont venus, ils se sont installés là pendant un certain temps, et ils Mhm. sont partis. Et on ne Plus que des trouve, traces, quand même. ouais, enfin, donc il y a à la fois des tunnels, des installations, et ce qu'on appelle des artefacts. Et on a une mode de ces artefacts. Alors on appelle ça, par exemple, ils trouvent des trucs, des cristaux en éventail. Ils appellent ça des éventails à prière. On ne sait pas du tout si Je sais pas ce que ça. si On les l'apprend plus tard dans le extraterrestres livre. priaient ou pas. Après, oui, on apprend à quoi ça sert parce que on saura tout à la fin. Grâce à Robinette Brodette. Grâce à Robinette Bordel. Et là, le truc, c'est que le gros truc, c'est que sur cet astéroïde, il y a des milliers de vaisseaux Voilà. et des vaisseaux dits automatiques. C'est-à-dire que c'est des vaisseaux dans lesquels les extraterrestres se déplaçaient. En fait, ben, il y a des gens qui ont appris dans la douleur, hein, parce que généralement il y en a qui ne sont pas rentrés, ils ont appris à s'en servir. Il y a une partie, on va dire, propulsion chimique qui leur permettent de décoller, d'aller un peu en Mhm. orbite, machin. Et après, ils ont un moteur ultraluminique, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller plus vite que la lumière, donc on ne sait pas du tout comment ça marche d'ailleurs, parce Mhm. que dès qu'on essaye de l'ouvrir, ça fait boum. Et C'est pas fait pour. c'est pas fait pour. Et en fait, il y a des gens qui ont trouvé que s'ils appuyaient sur un bouton, le vaisseau partait à un endroit et il revenait en mode automatique, sans qu'on ait à le piloter, etc. Sauf que les coordonnées ont été fixées à l'avance par les extraterrestres en fonction de ce qu'ils voulaient voir, Mhm. etc. Et que ben, on ne sait pas où ils vont. Parce que y a un vague tableau de commande avec des couleurs, des trucs et des machins, mais voilà. Et le gros principe, c'est que vous pouvez tomber à l'intérieur d'une supernova, parce que, bah, par exemple, à l'époque, les mecs, ils regardaient le Soleil se transformer en nova, mais il n'était pas en supernova. Maintenant, la destination, il rentre dans la boule de feu, donc vous ne rentrez pas. Ou vous allez tellement loin que même en ultraluminique, il faut 3 mois, 4 mois, 6 mois de voyage, et que ben, vous n'allez pas les vivre pour ça et tout. Et il y a toute une espèce d'organisation, de paris, etc., qui permettent aux gens de gagner de l'argent, parce que s'ils vont quelque part, qui ramassent des artefacts encore inconnus, comme il y en a un qui est revenu avec une espèce de sonde laser qui leur permet de percer eux-mêmes les tunnels maintenant, Mhm. vous pouvez revenir très riche. Mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir. Et tout le truc, c'est que ça mélange ce côté SF de découverte d'une civilisation, mais qui a disparu, et en fait on sert d'outils dont on ne sait pas se servir en fait, Mhm. et l'aspect psychologique des gens parce que Robinette Broued, un bordel, à un moment donné, il veut partir, mais il peut pas parce que, ben, enfin, il faut qu'il paye son air sur l'astéroïde, machin, mais il faudrait qu'il parte, mais il n'ose pas partir parce qu'il veut pas mourir, en fait, entre guillemets. Il a Mhm. une copine, mais il voudrait pas partir avec elle, sans elle. Enfin bon, il y a tout un tas de. On suit, en fait, ces itérations entre j'y vais pas, en fait, Ah, et c'est un anti-héros c'est le héros le plus hésitant qu'on ait jamais qu'on n'ait vu. jamais eu. Ouais. Et puis il tergiverse sans arrêt. Il, il parle beaucoup. C'est ce qui m'a un peu gavé dans le livre, c'est Ouais, qu'il parle quand même beaucoup de lui. de lui, de ses contradictions internes. Enfin bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est un univers où il y a sur Terre plus d'espoir. Ouais. La Terre est finie. Donc il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus grand chose à gratter pour bouffer. Donc la seule chance pour s'en sortir, c'est de gagner la loterie et de pouvoir partir dans un de ces vaisseaux. Et là, c'est vraiment la loterie totale, c'est la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Mm. Et on ne sait pas si on revient, pas tous reviennent d'ailleurs. Et quand on revient, on peut être soit très riche, soit on n'a rien trouvé et ben, on est toujours aussi fauché. Et il faut repartir. Soit on a trouvé un truc, mais on ne sait pas à quoi ça sert
Et le temps qu'on découvre si ça a l'intérêt, il faut repartir, faut payer son air, hein, comme disait Barda. Donc le livre est là-dessus aussi, c'est sur le manque de perspective d'une génération qui sait que la Terre va s'épuiser. Donc c'est l'époque où l'écologie commence à devenir prégnante, où on commence à avoir vraiment des signes que ça va plus trop côté écologie. Donc la population s'accroît aussi sur la Terre, etc. Donc la métaphore est là, c'est que la Terre, elle va être épuisée. Et il faut partir, et pour partir, il n'y a pas des masses de solutions. Et il n'y a pas que des héros. Et surtout, ben, les gens, ils le vivent très... Et c'est sur l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'on sort de la grande science-fiction des années 50 avec le capitaine de vaisseau ou à la Star Trek. Explorons avec Star Trek. Oui, mais là, t'explores, mais tu sais pas si tu vas revenir. Donc, et il y a un côté... Rien, surtout. Ouais, tu il y a un côté... Là, le vaisseau, il est totalement automatique. Ouais. On ne sait pas les programmer. Ils sont souvent programmables, mais on ne sait pas faire. Au début, ils savent pas faire. Bon, ils apprendront petit à petit, mais peu importe, on va pas spoiler, puis c'est pas trop l'intérêt du truc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quelque part, sous des dehors très verbeux et très soft, c'est vachement désespéré comme univers. Oui. Et surtout, c'est vraiment la description d'un des premiers anti-héros, c'est-à-dire que lui, il en est même chiant, quoi. Je veux dire, tu l'as dit, mais t'es là, tu dis, mais vas-y, prends-le ton vaisseau, de toute façon, tu peux plus faire autrement, enfin bon, etc. Ah ouais, mais pourquoi? Et je vais enfin bon. Et là, t'as envie à la fois de lui secouer les puces, puis d'un autre côté, c'est quand même bien raconté le fait de se dire, bah oui, non mais attends, il y a les vaisseaux qui reviennent, il y en a qui se sont bouffés entre eux, ou enfin bon, c'est terrible parce qu'en plus, bah, des fois ils partent à plusieurs, mais les types se supportent pas au bout de 2 mois, et quand c'est dans le volume de 2 baignoires, je crois, enfin bon, c'est tout petit, c'est minuscule comme vaisseau, et on est très très loin. Alors moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'on est très très loin de Star Trek. On est très très loin de toute la SF, Star Wars, Star Trek, tout. Parce que là, on est sur des positions, c'est des huis clos, puisqu'on est soit enfermé à l'intérieur d'un astéroïde, etc., soit à l'intérieur d'un vaisseau, qui est encore plus petit. Et c'est vraiment des trucs où le type, il peut lui arriver que des emmerdes. On peut rien faire, il n'y a pas d'ennemis à combattre, il n'y a pas de canon laser à manipuler. Oui, parce que alors ils ont donné un nom aux extraterrestres qui s'appelle des Ishii. Alors en fait, en plus, il y a tout un verbiage, c'est assez rigolo. Et le truc qui est quand même assez sympa, c'est que ils ont donné un nom à ces fameux Ishii, et au fur et à mesure de la progression, donc dans l'œuvre, enfin dans les différents tomes, autant il y a des trucs qui se libèrent au niveau de Robinette Broded, où on commence à se servir un petit peu mieux des technos, on commence un petit peu à voir un peu le bout du truc. La grande question qui vient après, et qui est sacrément sympa, c'est de dire, mais pourquoi ils sont partis et où ils sont? Parce que il s'avère que ils sont vraiment, ils sont partis, mais vite. C'est-à-dire qu'on sent pas qu'ils sont pas éteints, quoi. C'est pas, ils sont partis. On trouve encore des effets personnels, des choses dans l'astéroïde. Donc il s'est passé quelque chose, et on le découvrira au bout d'un 3 ou 4 tomes. Mais on n'a aucune trace. En plus, les humains là, sont totalement incapables de déchiffrer quoi que ce soit, des écritures, des enregistrements, ou quoi que ce soit. Ils ne savent même pas s'il y a des enregistrements, et en quelle tête ça peut avoir, alors que... Enfin bon, bref. Ils comprennent rien. En fait, les humains comprennent rien. Ils essaient de faire croire, enfin les autorités locales essaient de faire croire qu'ils maîtrisent quelque chose. En fait, ils maîtrisent que dalle. Et les volontaires partent sur les vaisseaux, mais dans le noir absolu, et ils reviennent avec de la chance. Alors, sans spoiler, mais sur les tomes suivants, on progresse de plus en plus. Bon, il y a des choses quand même qui se font, et tu partages toujours l'histoire entre ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe dans la grande porte, etc., dans des vaisseaux, des choses comme ça. Le truc, à un moment donné, on parle beaucoup quand même d'informatique et ça vient d'intelligence artificielle. Il y a un deuxième thème sous-jacent qui est l'intelligence artificielle là-dessous, etc. Le transfert possible de le transfert possible
possible de la conscience, qui est toujours avec une situation extérieure où tu as l'impression que c'est toujours en train. Même s'il y a des gens qui sont montés dans la société, donc qui sont plus à gratter de la terre, machin, il y a du terrorisme, des luttes intestines, etc. Et ce côté-là est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté à la fois désespéré mais réaliste d'une situation qui, à l'époque, n'était pas celle-là, mais le pire, c'est qu'on y est de plus en plus, et ça ressemble de plus en plus Pire qu'on s'en à... rapproche, ouais. c'est pire. Ah, c'était un truc désespéré, et machin, ben merde, on se rapproche de plus en plus, c'est assez bizarre. Et, moi, j'ai toujours eu un faible pour cette série-là, et pour Frédéric Paul, à cause de ça, à cause de l'humanité de ces héros, que tu as envie de secouer par la peau du dos, mais, etc. Mais qui finalement, ben, oui, c'est pas Captain Kirk, quoi. Hein, Même Captain Flamme, on est loin de tout ça. On est loin. Par contre, moi, ce que j'ai eu un peu de mal à supporter sur la fin, c'est plus le dernier tome, les Annales d'Eishi, où en fait il a un peu tiré à la ligne quand même sur les derniers tomes, parce que en tout cas le dernier tome que moi j'ai lu, est en fait une redite de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents, et à peu de choses près, donc pas forcément super intéressant. Mais les premiers tomes étaient vraiment bien. Ça s'essouffle un peu sur la fin, mais t'as envie de savoir, donc tu te fais le dernier chapitre, c'est pas, on n'est pas un livre près, donc effectivement. Mais c'est une série qu'on recommande. Frédéric Paul, c'est vrai que c'est pas un auteur finalement très connu. Il a bossé en collaboration aussi après avec je sais plus qui, mais ouais, sans doute. Il avait écrit aussi quelque chose que j'avais bien aimé, que c'était Homme Plus, qui était l'histoire d'un astronaute américain qu'on transforme physiquement pour qu'il puisse survivre sur Mars, et qui, entre guillemets, et là c'est pareil, il y a un aspect psychologique sur lui, c'est-à-dire qu'il perd son humanité au fur et à mesure, et c'est pas un cyborg, il en est conscient, et ça lui pose énormément de problèmes, jusqu'à l'envoi sur Mars et compagnie, où là il redécouvre quelque chose. Mais Homme Plus, Frédéric Paul, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des grands thèmes de SF, c'est-à-dire la conquête de Mars, avec des trucs qui étaient un peu limite dans les années 70-80, modification génétique, modification humaine, Novateur, biologique, c'était assez novateur. Et toujours en gardant le côté psychologique de la chose, en disant, bah oui, mais si tu fais ça à quelqu'un, comment va-t-il le prendre? Et ensuite, il avait fait un truc qui était, que moi j'ai adoré, qui était Planète à Gogo et les Gogo contre-attaque, qui est une espèce de critique de la société publicitaire, du monde, puisque le monde, la société de consommation, puisque le monde appartient aux publicitaires. Et on voit la chute d'un ex-publicitaire de pointe qui devient victime d'une publicité inductive. Donc il se prend des... il devient addict. Il devient addict par ouais. induction à cause d'une autre pub à une substance. Et c'est sa chute, on voit sa chute et la façon dont il se relève. Et ce truc-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que j'ai un faible pour Frédéric Paul. Lisez du Frédéric Paul, ça n'a pas si vieilli que ça. Oui, La Grande Porte n'a pas si mal vieilli, même si traduction date des années 70. Le livre est encore tout à fait lisible, contrairement à des choses plus récentes. Mon Barda, il est déjà pratiquement le temps écoulé. Une petite suggestion pour nos auditeurs. Oula. Comme tu n'as pas préparé, j'ai pas préparé. Vas-y, moi j'en ai une. On va toujours taper un petit peu dans l'ancien. Un peu à cette époque-là, je suis en train de relire des vieux bouquins d'Alfred Bester. Et il y a un livre d'Alfred Bester que je trouve extraordinaire qui s'appelle Les Clowns de l'Éden. Oui. Ah. Et qui est un très très bon bouquin et qui surtout a été excellemment bien traduit. Et dans un langage très dynamique, et même si l'original date des années 70 aussi, et traduction des années 80, pour moi ça reste un de mes livres préférés parce que les personnages, alors, en quelques mots, ce sont des immortels qui essaient de survivre dans un monde un peu fou. Et c'est vraiment jouissif comme bouquin. Oui, le héros s'appelle Guignol, et ça, Grand Guignol, et ça, c'est rien pour ça. C'est un souvenir, et c'est un météore ce truc. Ah ouais. Mais il a écrit que celui-là de vraiment aussi frappant, il a écrit plus facile d'accès ou moins novateur, mais celui-là a vraiment été une de mes révélations des années 80.
Salut l'Amérique Walter Tevis. Walter Tevis. Non, Non, Ballard. Ballard. Je confonds toujours les Amériques. Faudra qu'on fasse un truc sur Ballard d'ailleurs aussi, C'est parce prévu. que C'est oui, prévu je comme sais. plein de choses. Salut l'Amérique de Ballard, c'est pareil, c'est une uchronie, et c'est un jeune Anglais qui va retraverser l'Amérique. Il y a eu un changement climatique, l'Amérique s'est transformée en désert et en jungle d'un côté, etc. Pollué. Pollué, et ils Invivable. retraversent l'Atlantique et ils vont redécouvrir l'Amérique. Voilà, donc Tout à fait. c'est de Ballard. Salut l'Amérique de Ballard. Bien, mon Barda, il ne me ben reste plus voilà. qu'à te demander, dès que j'aurai réussi à réaccéder aux commandes du bazar, de nous donner le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est évacuation.